moi. Ouais. Les personnes arrivent au fur et à mesure, de toute façon. Donc, OK. Christelle, à toi Voilà, l'honneur. bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire Siemens Opcenter APS. Nous allons vous présenter aujourd'hui des solutions de planification et d'ordonnancement avec un focus sur l'ordonnancement à court terme. Les intervenants sont Thomas Nougeberdé, portfolio développeur chez Siemens pour la partie Opcenter, et Thierry Faguet, manager de la division France chez ATS Global. Moi-même, je suis Christelle Canin, assistante commerciale chez ATS. Donc, l'agenda du webinaire sera le suivant. Nous allons commencer par une courte présentation d'ATS Global pour ensuite introduire l'éditeur Siemens. Nous irons après dans le vif du sujet, à savoir Opcenter Advanced Planning and Scheduling. Nous terminerons par des questions-réponses. Alors, si vous avez des questions à poser durant le webinaire, vous pouvez les poser dans le chat. On vous répondra à la fin du webinaire. Je vous informe également que nous allons couper les micros pendant la durée du webinaire. Nous allons commencer donc par une courte introduction d'ATS Global. Donc, ATS Global est un fournisseur indépendant de solutions pour la transformation digitale intelligente dans les secteurs de la production. ATS a été fondé en 1986, est implanté dans plus de 25 pays dans le monde. Son siège est aux Pays-Bas et emploie plus de 1000 personnes. Nos principaux domaines d'activité sont commande et robotique, convergence IT-OT, qualité digitale, planning, planning and scheduling, MES et bien d'autres, PLM, supply chain, etc. Dans différents secteurs, dont l'automobile, l'aérospatiale et la défense, le médical, l'agroalimentaire, gouvernement, finance et bien d'autres. Alors, ATS Global est un fournisseur indépendant parce que nous sommes éditeurs aussi de nos propres solutions, comme par exemple ATS Inspect, qui est notre logiciel d'inspection visuelle. Nous travaillons également en partenariat avec différents éditeurs de logiciels, avec un focus particulier sur les produits Siemens. Les services ATS sont le consulting, projet, développement logiciel, support et formation. Comme vous pouvez voir, quelques références de clients au niveau international dans différents domaines d'activité. Donc, avant de commencer notre présentation, je passe la main à notre partenaire Thomas Nougeberdé qui va vous parler de l'éditeur Siemens. Merci Christelle pour cette introduction et donc je vous propose de parler rapidement, on va dire, de la partie Siemens. Alors Siemens est connu dans le monde industriel en particulier pour toutes ces gammes d'automates, de commandes numériques, variateurs ou autres systèmes SCADA. La division que l'on représente aujourd'hui, c'est la division logicielle. Et vous voyez ici dans cette slide-là différents jumeaux digitaux qui ont pour but d'accompagner les industriels dans leur transformation numérique à travers à la fois les jumeaux numériques des produits, avec des logiciels de CAO, de conception, de simulation, mais également dans l'aspect process, puisqu'on peut faire des jumeaux digitaux de l'ensemble des usines et donc optimiser tous ces aspects-là. Pour après, derrière, aller sur l'aspect production, où là, donc, c'est notre focus du jour, avec la suite Opcenter et en particulier donc, qui traite tous ces sujets de Manufacturing Operation Management. Donc, on est là aujourd'hui au cœur de l'usine. Et Thierry, si tu passes à la slide d'après, ce qui est important de voir, c'est que dans ces aspects-là, de la même manière que précédemment, on a un certain nombre d'aspects modulaires qui sont présents. Dans cette division, on va dire, MOM et dans cette plateforme-là, on a aussi un certain nombre de solutions, donc avec des solutions, par exemple, d'exécution qui sont vraiment le cœur du MES, hein, où on va réaliser les ordres de fabrication, faire la traçabilité, le suivi, avec la gestion des habilitations, les personnels, la guidance opérateur. Donc, en fonction des différentes industries qu'on approche, hein, que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le médical, bref, différents domaines d'activité. Et puis, on va retrouver des solutions plus transverses, donc à la fois dans la partie performance, sur la partie reporting dashboarding, mais également tout ce sujet d'ordonnancement, donc l'aspect scheduling que vous voyez ici entouré en orange, qui est notre focus du jour. Donc tout ça aujourd'hui s'inscrit dans un écosystème global,
dans lequel on va retrouver, on va dire, un certain nombre de solutions. Et donc aujourd'hui, ben, notre focus est sur cette partie planification et ordonnancement. Et donc ici, vous voyez de manière générale les différents piliers sur lesquels notre offre Center s'organise. Je passe donc la main à Thierry, Thierry qui va nous détailler cet aspect-là, et je vous retrouve tout au long du webinaire. Merci. Ok. Donc, je vais vous présenter pour commencer la différence entre la planification et l'ordonnancement. Donc, le planning and scheduling sont deux choses différentes. Siemens OP Center APS est donc composé de ces deux modules-là. OP Center Planning, donc sur la partie planification. Donc là, je dirais l'objectif, c'est de calculer des PDP, des plans directeurs de production à capacité finie. Là, on travaille sur des quantités par période. La modélisation est souvent beaucoup plus macro que sur la partie ordonnancement, c'est-à-dire qu'on travaille souvent sur des centres de charge plutôt que de descendre au poste de charge. Et on va venir calculer une bonne adéquation charge-capacité. Les résultats sont sous forme d'histogramme charge-capacité avec des projections de courbe de stock. Voilà. Et l'objectif donc est de calculer un PDP à capacité finie. Pourquoi? Parce que tous les ERP calculent des PDP à capacité infinie. Ça se base uniquement sur des dates et ça ne tient pas compte des capacités. Donc là, ce module-là permet de travailler à capacité finie. Une fois que le PDP est fait, en général, il est envoyé à l'ERP. Donc si c'est l'ERP qui le fait, il a son propre PDP. Et c'est là qu'on va ensuite lancer le calcul des besoins nets ou le calcul MRP pour calculer les ordres de fabrication et les ordres d'achat. De la même manière, ce CBN est fait à capacité infinie sur les ERP. Donc c'est là que va intervenir la partie ordonnancement, le scheduling. On va récupérer les ordres de fabrication et on va venir les ordonnancer à capacité finie. Donc là, contrairement à la partie planification, on reste souvent, c'est beaucoup plus macro. Là, on va descendre au niveau du poste de charge, c'est-à-dire les machines et les hommes, etc. On va tenir compte des calendriers individuels et le but du jeu, c'est de trouver des séquences d'ordonnancement, de l'optimisation du planning pour trouver, pareil, une bonne adéquation charge-capacité, c'est-à-dire occuper au maximum les équipements en général, tout en respectant les délais. Et on va voir un petit peu, c'est là-dessus qu'on va focuser aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dans cette solution-là. Alors, sur la partie scheduling, donc c'est ce que je viens de dire en fait, hein, l'objectif c'est de trouver les meilleurs séquencements des ordres de fabrication, c'est-à-dire souvent optimiser tout ce qui est un peu temps improductif, les temps de setup, temps de préparation, etc., tout en respectant les délais. Alors, comment s'intègre l'ordonnancement dans le système d'information? Vous avez votre ERP qui est ici, avec souvent un module GPAO, donc la gestion de production, toutes les master data, les gammes, les nomenclatures, les stocks, les articles, etc. Et le fameux calcul des besoins nets. Donc, on part du PDP, on calcule les ordres de fabrication et les ordres d'achat via le CBN, le calcul MRP, à capacité infinie. Et ça, c'est récupéré au niveau de l'ordonnancement. On va venir ordonnancer, nous, à capacité finie multi-contrainte. On verra un petit peu tout ça en détail. Je peux faire différentes simulations et quand je suis satisfait de mon planning, je le valide. Les données sont remontées à l'ERP et l'ERP transmet les programmes de production à la production. La production fait ses déclarations de production souvent au travers d'un module MES, alors que ce soit un module de l'ERP ou une solution tierce, on fait les déclarations de production qui sont ensuite remontées à l'ERP et l'ERP va me retransmettre tout ça la prochaine fois, au prochain calcul des besoins nets ou aux prochaines fois où je vais refaire un planning, je vais récupérer tous les ordres de fabrication plus la partie déclaration de production pour pouvoir recaler dans un premier temps automatiquement mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé, refaire des simulations et quand je suis content de mon planning, je renvoie le planning à l'ERP qui transmet ça à la production. Donc ça, on est dans une organisation, on appelle ça un peu une organisation en étoile, c'est-à-dire que l'ERP discute avec ces différents modules autour de l'ERP, mais tout passe par l'ERP. Après, quand on a des clients qui ont souvent des projets MES plus ordonnancement, on peut s'installer comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'ERP qui est ici, qui fait son calcul des besoins nets. L'ordonnancement récupère les ordres de fabrication, j'ordonnance et j'envoie ça directement à la production, soit sur des PC d'atelier, des terminaux ou sur le système utilisé par le client. La production s'exécute et on remet à jour l'ERP. Au prochain tour, on récupère les OF, etc. Donc là, on est plus sur une organisation, je dirais, en série, c'est-à-dire que le module d'ordonnancement fait partie du MES, et là, on est plus sur une organisation en étoile. Alors, en termes de répartition, je dirais que c'est les 80% souvent comme ça, et après 30%, même pas 20%, je dirais, installés comme ça.
Parce que souvent, quand on arrive dans les entreprises, ben, la partie MES est déjà installée, discute déjà avec l'ERP, donc les clients ne veulent pas qu'on vienne mettre l'ordonnancement, couper ce lien-là, et venir mettre l'ordonnancement au milieu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'échange comme données entre l'ERP et le scheduling? Donc là, vous avez l'ERP qui est à gauche, l'ordonnancement qui est à droite. On va récupérer les stocks, on va récupérer les appros, on va récupérer les ordres de vente, ça ce sont les lignes de commande client et des informations commerciales. On peut récupérer un peu tout type d'informations qui peuvent être intéressantes pour le planning. On va récupérer bien entendu les ordres de fabrication avec leur gamme, les nomenclatures à l'opération, c'est-à-dire que pour faire telle opération, j'ai besoin de telle matière ou tel composant en telle quantité, et la partie déclaration de production dont j'ai parlé juste avant. On importe tout ça. Première phase, je recale mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé. Parce que si j'ai fait un planning hier, par exemple, je veux refaire un aujourd'hui, il y a forcément des écarts entre ce que j'avais prévu hier et ce qui s'est réellement passé au niveau de la prod. Donc, première phase, avec les déclarations de production, je recale mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et derrière un horizon, ce qu'on appelle souvent figé glissant, c'est-à-dire un horizon qu'on essaye de ne pas modifier tous les jours, parce qu'autrement, la production n'arrive pas à suivre. Hein. Si on fait des changements tous les jours, on a un problème après l'organisation. Donc, il y a souvent un horizon figé glissant dans lequel je recale mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et derrière, je peux démonter, refaire mes simulations. Et quand je suis content de moi, je valide mon planning et on remonte les résultats du planning à l'ERP qui, lui, transmet ça à la production à gauche ici. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, on va en reparler après, mais pourquoi je récupère les stocks, les appros en plus des OF? C'est parce que dans l'outil OP Center Scheduling, on va recréer tous les liens de nomenclature des lignes de commande, c'est-à-dire qu'on va partir des lignes de commande ou des demandes, hein, des sorties de stock, ce qu'on demande de produire. On va relier donc ces lignes de commande aux ordres de fabrication. Les OF, on va gérer les différents niveaux de nomenclature, c'est-à-dire que si vous avez des SNI finis qui sont reliés à des produits finis, on va recréer tous ces liens-là et après on va relier également à tout ce qui est stock appro, c'est-à-dire qu'on va venir contrôler qu'on a bien tout ce qu'il faut pour produire. On va en reparler un peu plus en détail juste derrière. Voilà un petit peu. Alors, le type de base d'échange, ça dépend un petit peu, c'est souvent le client qui décide, hein, mais ça peut être des fichiers tout simples, type TXT, CSV, XML. Ça peut être une table de base de données, type SQL ou Oracle. Ça peut être des web services ou ça peut être, dans le cas par exemple de SAP, on nous demande par exemple de faire des IDOC, qui est un peu le standard d'échange des SAP. Voilà. Ça, c'est plus le client qui décide en phase de projet. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans ce produit-là? La présentation principale, c'est un diagramme de Gantt, ce qu'il y a de plus naturel, je dirais, pour construire le planning. Sur un diagramme de Gantt, vous avez les postes de charge qui sont ici, le temps qui est dans ce sens-là, et les opérations de production qui viennent se positionner sur les équipements. Alors, c'est un diagramme de Gantt qui est interactif, hein, on peut faire du drag and drop, c'est-à-dire prendre des opérations, les décaler. Par contre, quand je prends des opérations que je les décale, on va venir contrôler toutes les contraintes. En termes de contraintes, on va voir un petit peu ce qu'on va gérer. Il va y avoir un affichage, on le voit un peu sur le deuxième graphique. On va recréer tous les liens entre les opérations des ordres de fabrication, mais également les liens de nomenclature, puisqu'on a récupéré les nomenclatures. Entre, par exemple, ici, on voit entre un appro et un ordre et une opération de production. C'est-à-dire que pour faire cette opération-là, j'ai besoin d'appro qui arrive à cette date-là. Donc l'opération ne peut pas se positionner avant. Et on va recréer tous les liens aussi entre les semi-finis et les produits finis, et également entre, par exemple ici, les produits finis et une ligne de commande client qui est positionnée ici. Donc tous ces liens sont reconstruits et c'est une contrainte. C'est-à-dire que si je décale un semi-fini, je repousse dans le temps un semi-fini, tous les produits finis qui vont avoir besoin de ce semi-fini vont se décaler aussi. Après, on peut faire des filtres, hein. On peut dire, tiens, je voudrais voir que cette zone-là, que ces ressources-là. On peut rechercher sur n'importe quel critère, un client, une commande, un OF, un article, etc. On peut verrouiller des opérations ou verrouiller des programmes sur certaines machines, et ce qui fait que quand je démonte mon planning, tout ce qui est verrouillé reste verrouillé, le reste qui change. Mise en évidence des opérations en retard, toutes les couleurs sont personnalisables. Il y a des clients qui disent, moi, je voudrais avoir les couleurs par client, etc. Donc ça, toutes les couleurs sont personnalisables. Ensuite, l'environnement de travail. Chaque utilisateur peut se faire construire son propre environnement de travail. Il y a deux exemples, pardon. Il y a deux gros exemples ici. Voilà, bon, c'est un peu complexe ici, mais souvent les planificateurs travaillent en plein écran avec le diagramme de Gantt, mais on peut faire du multifenêtrage et enregistrer son propre environnement de travail.
On peut gérer les contraintes secondaires, c'est-à-dire que quand je positionne une opération sur un poste de charge, sur une machine, par exemple, elle a un calendrier, hein, donc si elle travaille pas le samedi-dimanche, je ne pourrais pas positionner l'opération sur le samedi-dimanche. Donc, on gère le poste de charge principal avec son calendrier. On voit ici les zones assurées bleues sont des zones d'indisponibilité de l'équipement. Mais en plus, quand je positionne une opération donc sur un poste de charge, je peux avoir besoin d'autres ressources que le poste de charge lui-même. Par exemple, des compétences opérateurs ou des outillages. Donc, tout ça, ça va être géré. Donc, contraintes multiples, c'est pour ça que ça s'appelle multi-contraintes. Contraintes multiples sur une opération. Donc, quand je pose mon opération, j'ai besoin de la disponibilité ici du poste de charge, mais en plus, je peux avoir besoin d'outillage. Voilà, donc ça, c'est la contrainte. On peut les activer ou désactiver. On peut très bien faire des simulations en disant, bah, tiens, je ne veux pas tenir compte de mes effectifs. Là, je voudrais déjà faire une simulation sans que ce soit une contrainte. Alors, ça va vous donner le besoin en effectif, mais ce ne sera pas une contrainte. C'est-à-dire que ça ne va pas décaler l'ordonnancement parce qu'il me manque des opérateurs, par exemple. Possibilité d'allouer des calendriers pour la disponibilité. Hein. Là, on envoie un calendrier ici. Alors, c'est sur une puissance consommée, c'est-à-dire qu'apparemment, le site de production là, a des contraintes sur une puissance consommée. On peut éventuellement prendre ça. Hein. Ça peut être une contrainte secondaire au même titre qu'un outillage ou du personnel. Et là, on voit un calendrier de la puissance. Donc, quand on sera dans une zone basse, on ne pourra pas consommer plus que cette partie-là. Voilà. Ensuite, gestion des nomenclatures multiniveaux, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un module qui s'appelle le module SMC, Static Material Control, qui vous permet de recréer tous les liens de nomenclature entre les lignes de commande qui sont en général positionnées dans le temps, ici sur une ligne en bas. Donc là, on a une ligne de commande qui va être alimentée par un produit fini, mais ce produit fini-là peut avoir besoin d'autres composants, des semi-finis. Donc tous ces liens-là vont être créés jusqu'aux stocks à pro qui sont en haut. Là, on a les stocks qui sont dans le passé. La ligne grisée, c'est le passé. Et dans le futur, vous avez les approvisionnements. Donc, on va recréer tous ces liens-là. Donc, si à un moment donné, on a un approvisionnement à telle date, les opérations qui ont besoin de ces composants-là, si je ne les ai pas en stock, ne pourront pas se positionner avant cette date-là. Donc, affectation automatique, donc création des liens de nomenclature. On peut verrouiller, dire par exemple, cet appro-là, je le veux absolument pour telle opération de tel ordre de fabrication. Ce sera verrouillé, ça ne pourra pas être mis en cause. On peut avoir interface utilisateur graphique pour l'analyse de la consommation ici. Donc là, on a toute la partie, on a toutes les courbes projetées des composants, matières, composants achetés, des semi-finis et des produits finis. Donc on a toutes les courbes projetées une fois que le planning est construit. On peut afficher toutes les ruptures, c'est-à-dire toutes les ruptures qu'on aura sur des composants matière, par exemple, on va les calculer. Alors, on peut planifier en acceptant les ruptures, dire bah, je fais un planning et puis je regarde ce que j'ai en rupture. Ou on peut, si on en fait une contrainte, bah, tout ce qui n'a pas ce qu'il faut pour être planifié restera ce qu'on appelle nous en corbeille, c'est-à-dire que les ordres de fabrication, les opérations des ordres de fabrication qui auront des ruptures ne se planifieront pas. En fichage des liens entre les ordres de fabrication et les lignes de commande, c'est ce qu'on voit ici, et toutes les courbes projetées. Voilà. Alors, l'ordonnancement, après, on peut utiliser des règles très simples d'ordonnancement, type par délai, priorité. Après, on a toute une bibliothèque d'algorithmes d'optimisation. On va trouver un peu les classiques qu'on trouve dans tous les bouquins d'ordonnancement. Ça va être minimisation des temps de réglage, maximisation des taux d'occupation, minimisation des encours, etc. Par contre, ce qui est intéressant dans la solution, c'est qu'on peut, si ces règles-là ne conviennent pas au client, parce que chaque client est spécifique, chaque client a ses propres contraintes et ses propres règles d'ordonnancement, on peut les personnaliser et les paramétrer. C'est-à-dire quand l'utilisateur lance la construction automatique de son planning, ça va lui poser, il va avoir accès à tout un paquet de paramètres pour régler son algorithme d'ordonnancement et l'ordonnancement va se faire. On peut faire du passage multiple, hein, c'est-à-dire dire ben, je remplis d'abord ça, ensuite je remplis ça, etc. Ça peut être automatisé ou manuel d'ailleurs, et possibilité d'appliquer une logique et un modèle de contrainte différent à chaque ressource. Alors, chaque poste de charge peut avoir des règles et des contraintes d'ordonnancement complètement différentes. Ce n'est pas une règle qui est appliquée à l'ensemble des postes de charge. Alors, objectif de l'outil, c'est ça reste un outil d'aide à la décision, donc on peut faire différentes simulations autant qu'on veut, et après on peut les comparer. Donc ici, par exemple, il y a des rapports de comparaison entre deux simulations. C'est-à-dire je fais une simulation avec telle règle, je regarde ce que ça donne, je fais une autre simulation avec une autre règle ou en rajoutant une contrainte que je n'avais pas prise en compte la première fois, et je viens voir les écarts entre la première simulation et la deuxième simulation.
Trouver la meilleure date de livraison, bon, ça c'est l'objectif, je dirais, global. En général, on essaye de respecter les délais tout en optimisant la production. On peut faire des simulations aussi. Voilà, j'ai un OF qui arrive, pour quelle date je peux promettre ça à mon client. On a les rapports de comparaison et possibilité de diffuser à tout moment un nouveau planning de production suite à la réalisation d'un nouveau scénario. Alors, souvent, on nous pose la question à quelle fréquence je fais les plannings. Ben ça dépend un petit peu de la fabrication et du mode de fonctionnement de l'organisation du client. On peut, je dirais que principalement, les clients vont faire un planning tous les jours sur un certain horizon. Alors, ça peut être un horizon court terme, mais on peut aussi faire du moyen long terme si besoin. Ensuite, on parlait tout à l'heure de drag and drop, c'est-à-dire que quand mon planning est construit, je peux prendre mes opérations et les bouger si ça ne me plaît pas, ce qui a été fait en automatique. Après, par contre, on va avoir une détection. Là, il y a deux opérations qui se sont mises en parallèle. Les petites barres noires, ce sont des temps de réglage ici qui se font sur deux machines. Par contre, il n'y a qu'un seul régleur. Donc, quand je vais bouger une opération ici et que je vais mettre deux réglages en même temps, ben, le produit m'alerte en disant attention, il y a un souci sur ce régleur parce que c'est pas possible. Je peux pas avoir le gars qui fait un réglage sur deux machines différentes en même temps. Donc, il va y avoir, quand on fait des modifications manuelles du drag and drop, l'outil va contrôler qu'on respecte bien les contraintes et si on ne les respecte pas, il va vous avertir. Ensuite, on peut réparer le planning, c'est-à-dire que là, j'ai fait une erreur, j'ai positionné deux opérations, je peux très bien lui dire répare-moi le planning, donc il va redécaler correctement pour que ça passe. Visualisation de l'impact d'aléa, panne, pénurie, absence. Alors, on gère bien entendu les calendriers de chaque poste de charge. Alors, on peut très bien, à un moment donné, on m'appelle de la production, on dit attention, tel équipement vient de tomber en panne, on ne pense pas pouvoir réparer on pourra pas réparer à partir de telle date. Je positionne ma panne. L'outil va forcément nous mettre des erreurs parce qu'on a décalé des opérations qui sont peut-être liées à d'autres, on a violé certaines contraintes, donc on va être averti des erreurs qui ont été générées de par le fait d'avoir mis cette panne, et après on peut réparer en automatique, ou manuellement d'ailleurs, mais on peut le réparer en automatique le planning. Ensuite, point qui est très important, quand moi j'ai fait un planning hier, par exemple, je veux en faire un aujourd'hui, il faut que je recale mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé au niveau de la production. Donc, on va récupérer toutes les informations de suivi de production, de déclaration de production qui ont été faites dans l'outil MES, ou alors dans l'ERP, puisqu'il y a des modules de suivi de production dans les ERP. Donc, à chaque import, je vais venir récupérer ces informations de suivi de production. Et là, par exemple, on voit une opération qui a été positionnée, il y a une partie qui est dans le grisé, c'est le passé, et on voit la barre d'avancement là, c'est-à-dire qu'on m'a déclaré que l'opération avait commencé telle date, et par contre, elle n'est pas terminée, donc elle est toujours en cours. On devrait finir théoriquement à telle date. Donc, toutes ces informations-là sont récupérées de l'ERP pour que, avant que je refasse un planning, je recale mon planning par rapport à ce qui s'est réellement passé. Les opérations qui sont dans le passé, là, sont apparemment terminées. Par contre, les grisées qui sont là auraient dû être commencées et apparemment, elles ne sont pas commencées. Donc, elles vont certainement être, quand je vais refaire un planning, elles vont être éjectées du passé pour être replanifiées dans le futur. Et tout ça, c'est automatique. Mise en évidence des opérations en cours ou terminées, donc c'est ce qu'on voit ici, et comparaison entre le temps prévu et le temps réel. Alors ça, je dirais, c'est souvent le système de MES qui va faire ces comparaisons-là, parce que nous, on planifie avec des temps théoriques. Après, les déclarations de production vont donner le vrai temps réel, et c'est souvent le MES, voire le RP, qui va venir faire des comparaisons sur les temps gamme théoriques par rapport au temps réel. Pas tellement le rôle de l'ordonnancement. On a tout là vous avez un rapport par exemple, pardon, je vais aller un petit peu vite. Là il y a un rapport sur toute la partie taux d'occupation, parce que c'est quand même un indicateur qui est important. On a tout un paquet d'indicateurs sur les taux d'occupation, sur les avances retards, respect des délais, utilisation des ressources. On va avoir les reports sur les listes à produire, c'est ce qu'on va communiquer à la production, sur toute la partie rupture matière composants ou semi-fini, statistique sur les ordres de fabrication, graphique des stocks, etc. Et alors, il y a peut-être une centaine de rapports en standard. De toute façon, ça ne convient jamais lors des projets. Donc, on peut complètement personnaliser ces rapports. C'est du SQL Report, un outil complètement standard. Là, je voudrais faire un petit focus sur ce qu'on appelle un peu les plannings collaboratifs. C'est-à-dire que souvent, les clients nous disent, ben voilà, moi, j'ai différents secteurs ou différentes usines qui ont leur propre planning. Par contre, elles sont liées entre elles. Par exemple, une usine ou un secteur est client-fournisseur de l'autre. Et on ne veut pas changer cette organisation-là, c'est-à-dire qu'on veut conserver un planning par secteur. Et par contre, on aimerait que tout ça soit synchronisé.
C'est-à-dire que si un secteur alimente l'autre, si on fait des plannings indépendants par secteur, ben, quand lui va bouger quelque chose, celui d'à côté ne va pas le voir. Donc, on va mettre en place dans ce cas-là ce qu'on appelle un master planning de synchronisation. Le RP va m'envoyer les données ici. Moi, je vais faire une première planification, un premier ordonnancement un peu plus macro que local, mais on va faire un premier planning pour synchroniser tout le monde. Ensuite, on va descendre la partie à chacun sa partie. Les planificateurs en local vont optimiser leur planning. On va envoyer ça à la prod, l'exécution se fait et ensuite on remonte ça à l'ERP. Et moi, par exemple, le lendemain, je vais resynchroniser tout le monde. Parce que si un des fournisseurs pour le secteur 2 a pris du retard, il va bien falloir redécaler les opérations sur le secteur 2. Donc, ce master planning de synchronisation va permettre de resynchroniser tout le monde. Je refais un planning, je resynchronise tout le monde, je gère toutes les incohérences au niveau des plannings et après je redescends à chacun sa partie et on est reparti pour un tour, on refait un planning local. Voilà. Donc master planning pour coordonner l'ensemble de plusieurs sites ou secteurs, prise en charge de plusieurs scénarios, voilà, on peut faire ça en série, c'est-à-dire je peux très bien dire lui tu fais toi en premier, toi en deuxième, etc. ou ça peut être fait en parallèle. Réduction de l'incertitude, des conflits, des erreurs, des malentendus au sein de l'organisation, parce que le planning de synchronisation, il va falloir resynchroniser tout le monde. Partage des connaissances qui minimise le risque de défaillance et amélioration de la prise de décision dynamique et de la communication entre planificateurs. Voilà. Donc, quand on a du multi-planning, multi-site, qui sont clients fournisseurs les uns des autres, il est conseillé de mettre un master planning de resynchronisation. Alors, pourquoi on met en place des outils comme ça? Centralisation des plannings. Alors, il est vrai que souvent, quand on arrive dans l'entreprise, il y a de l'Excel un petit peu de partout, dans différents secteurs au niveau de la production. Un des objectifs principaux souvent des clients, c'est de centraliser tous les plannings dans un même planning. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut gérer les flux dans leur globalité, des stock up raw jusqu'aux lignes de commande, en passant par les différents secteurs. Et quand je bouge sur un secteur, ça impacte tous les autres. Donc, on essaye, tant que faire se peut, d'avoir un seul planning. Si je reviens sur la slide précédente, ici, on peut très bien avoir une organisation comme ça quand on arrive chez les clients et ils disent stop, on arrête tout ça là, avec des plannings locaux, Excel de partout, et on met ça dans un seul master planning. Voilà. Donc on supprime toute cette partie-là, on fait qu'un planning central. Par contre, ce que je vous expliquais, des fois ils disent non, non, nous on veut des plannings locaux, mais on peut rester dans une structure comme ça. Mais on conseille toujours de centraliser les plannings. Partage des connaissances et environnement collaboratif, hein, c'est voilà, le fait de formaliser un petit peu toutes les règles d'ordonnancement, les contraintes, etc. dans un même outil, ça permet après aussi de partager ces connaissances-là. Et environnement collaboratif, c'est que quand moi je construis un planning, on peut avoir tout un paquet de secteurs qui vont être synchronisés. Donc souvent, ça va être la production, le commercial, la logistique, les achats, où on va partager toute l'information. La fonction planning devient plus accessible. Alors, souvent, les planificateurs, ils ont beaucoup de choses en tête. Le fait de formaliser ça dans un même outil rend, je dirais, la fonction planning, vu que c'est l'outil qui gère un peu après toutes les contraintes et les règles d'ordonnancement, un peu plus accessible. Parce que dans certaines sociétés, quand on arrive, on nous dit attention, ce gars-là, il va partir en retraite dans 1 an et il a tout en tête et on ne sait pas comment il fait ses plannings, c'est très complexe, etc. Donc, le fait de mettre ça dans un outil rend la fonction, je dirais, plus accessible. Et diminution du stress parce que c'est quand même beaucoup plus facile à construire des plannings en automatique sur des outils spécialisés plutôt que sur Excel ou des tableaux muraux. Parce qu'on voit encore des tableaux muraux. Synchronisation des différents services. Alors, je reviens dessus parce que c'est important. Moi, quand j'ai construit un planning, on peut envoyer, par exemple, à l'ADV l'ensemble des délais par rapport aux commandes de leurs clients. En disant, attention, ça a été décalé, ça, il faudrait appeler le client, ça, on est à l'heure, etc. Donc, quand les plannings sont construits, il y a souvent une grosse diffusion de l'information à différents services. Prise en compte rapide des aléas, des pannes, des périodes spéciales, des absences, des commandes urgentes, des maintenances qui tombent qui n'étaient pas prévues, etc. Donc, on peut mettre ça dans l'outil, on recalcule automatiquement et rapidement le planning. Possibilité de faire différentes simulations et de les comparer, c'est ce qu'on a vu. Fiabilisation des délais et amélioration du taux de service client. Juste une petite parenthèse sur fiabilisation des délais. Ça m'est arrivé d'arriver chez des clients qui nous disent nous, on a des retards, de toute façon, on le sait, on n'a pas assez de capacité et c'est pas prêt de changer. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est fiabiliser les délais, c'est-à-dire que quand on annonce un retard à notre client, que ce retard soit fiable. Et actuellement, vu qu'on fait ça sous Excel, on est incapable de donner des délais fiables, retard ou pas. Et en général, il y a de l'amélioration du taux de service client.
bon compromis entre performance du système de production et délai. Alors, souvent, on parle d'optimisation des plannings. Je dirais pas optimisation, moi je dirais bon compromis. C'est-à-dire que souvent, ça va être un bon compromis entre j'essaye d'occuper au maximum mes équipements pour avoir des bons taux d'occupation tout en respectant les délais. Et souvent, ces deux critères-là, ils s'aiment pas trop. Hein. C'est quand j'optimise, en général, je fais des retards. Et si je m'occupe que de la partie délai, j'ai des taux d'occupation qui sont pas bons. Donc souvent, l'objectif de ces outils-là, c'est de trouver un bon compromis entre les deux. Remise à niveau des master data de l'ERP. Alors, je dirais pas que c'est un gain, ça, mais je dirais plus que c'est ça. Ce genre d'outil-là, c'est une grosse calculette, en fait, donc il faut absolument que les données soient bonnes. Bon, c'est comme dans toute informatique. Hein. Donc, quand on fait ces projets-là, il n'est pas rare souvent que le projet soit un petit peu interrompu pour qu'il y ait un chantier de remise à niveau des données. Alors, les données, les gammes de fabrication, les nomenclatures, les stocks qui sont pas bons, etc. Donc, il faut absolument que les données soient un minimum bonnes pour qu'on puisse avoir, nous, des plannings qui soient bons. Et après, optimisation des performances globales du système de production. Alors, tout dépend, je ne mets pas de chiffres parce que ça dépend complètement des clients, mais diminution des temps de cycle et des encours, ça c'est beaucoup pour les clients qui ont des temps de cycle de fabrication qui sont longs, des OF multi-opérations. Diminution du stock, ça c'est vrai aussi parce que comme nous on calcule quand c'est que j'ai besoin des matières en fait à chaque fois que je planifie, on a des acheteurs par exemple qui décalent des achats qui décale des achats parce qu'on s'aperçoit qu'entre ce qu'avait donné comme délai l'ERP à capacité infinie et ce qui est planifié, il y a un gros écart. Donc, ils évitent d'anticiper trop les achats. Et il n'est pas rare qu'une fois que le planning est construit, on envoie des informations aux acheteurs, aux approvisionneurs pour leur dire, ben voilà à quelle date j'ai réellement besoin, en plus des ruptures, hein, voilà à quelle date j'ai besoin des composants, des matières. Diminution des temps improductifs, alors ça, c'est un des gros trucs des projets. Hein. Minimisation des temps de réglage, des nettoyages, minimisation de tous les temps improductifs. Et augmentation du taux d'occupation des équipements, ça c'est vrai aussi. Hein, si on minimise les temps improductifs, en général, on augmente les taux d'occupation des équipements. Donc voilà un petit peu les gains qu'on obtient avec ce genre d'outils. Alors je ne mets pas de pourcentage parce que ça dépend complètement des clients, de leur fabrication, de leurs problématiques, comment ils sont organisés, etc. Ensuite, le produit est distribué au niveau international. C'est un produit qui existe depuis 1996, qui s'appelait, pour ceux qui connaissent peut-être, Preactor avant. Donc maintenant, il s'appelle OP Center. Il était renommé par Siemens. Et il y a une distribution internationale qui est très importante. Donc, principalement, je dirais en Europe. L'Allemagne a été mise de côté là, parce que c'est Siemens, c'est un peu séparé. Allemagne et IMIA. Voilà. Après, aux États-Unis et puis dans les pays asiatiques. Et là, vous avez une répartition à peu près je dirais des différents secteurs dans lesquels est implantée la solution. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis dispo pour répondre à vos questions. Je vois qu'on a reçu une première question. Alors, je vais vous la transmettre. C'est par rapport à un produit de ce type, quel est le projet classique? Peut-on avoir une approche pilote et déploiement? Alors, ça, quand c'est sur des sites, je dirais monoplanning, un site de production qui nous demande un planning, donc ce sont des projets assez classiques, hein, avec une phase de conception, personnalisation de l'application, puisque le produit est très personnalisable et paramétrable. Ensuite, il y a une phase forcément de formation. Ensuite, des tests on appelle bac à sable, hein, c'est-à-dire hors production pour ne pas perturber la production au départ. Et ensuite, il y a toute une phase de stabilisation de l'application. Donc ça, je dirais que c'est les différentes phases classiques d'un projet pour ce type d'outil. Après, quand on est dans des organisations multi-planning ou multi-sites, on va essayer de passer par des solutions corps modèle, c'est-à-dire qu'on va faire un modèle unique pour l'ensemble des sites. Et après, on va installer sur un site pilote un ou plusieurs sites pilotes et après, on va déployer. C'est pour éviter d'avoir des projets complètement différents sur chaque site de production. Donc, on a une approche plus corps modèle quand il y a du multi-planning ou du multi-site. Quand l'ERP est le même, bien entendu, parce que si on a des ERP complètement différents avec des fabrications complètement différentes d'un site à l'autre, c'est de temps en temps complexe de faire un corps modèle unique, mais on essaye de faire ça au maximum.
Ok, là je vois une deuxième question. Est-ce qu'on peut se connecter sur n'importe quel ERP? Alors oui, on va se connecter sur tous les ERP du marché. On a notamment des accords avec des ERP type Divalto ou des accords avec des partenaires qui distribuent Sage, par exemple. Après, on a beaucoup de ERP type SAP, parce que SAP est très, très installé sur les grosses sociétés. Mais après, on tombe aussi beaucoup encore sur des ERP spécifiques, type sur S400. Donc, il n'y a pas de souci. On va définir ce qu'on s'échange comme données et quel que soit l'ERP, à la limite, c'est pas très important pour nous au niveau de la solution. Après, il y a des ERP qui ont beaucoup plus d'informations, ce qui permet de nous d'avoir moins d'informations dans notre base de données technique. Il y a des ERP où il y a des informations très pauvres. Dans ce cas-là, on va compléter ces informations-là dans notre solution pour pouvoir construire des plannings qui soient justes et corrects, cohérents. Ok, encore une question. Quelle est la proportion de projets APS et MES communs dans la gamme OpCenter? Alors, je dirais que quand il y a un projet MES, donc c'est tout ce qui est pilotage, déclaration de production, pilotage de la production, il y a souvent projet d'ordonnancement qui est inclus dedans. C'est-à-dire que les clients considèrent que dans le MES, le module d'ordonnancement fait partie du MES. Donc, c'est très fréquent quand il y a un projet MES qui ait besoin d'OP Center Scheduling avec. Par contre, les modules sont indépendants chez Siemens et OP Center Scheduling, on a beaucoup de projets où le client a déjà un ERP, il a déjà un MES où il fait ses déclarations de production dans son ERP. Donc, dans ce cas-là, il est vendu indépendamment tout seul. Voilà. Mais il y a beaucoup de projets MES qui incluent le module de scheduling. Oui, D'ailleurs, là-dessus, c'est vrai que, en complément de ce que dit Thierry, l'ordonnancement interne à Léonce Piguet définissant le MES, on a vraiment ces aspects-là que l'on retrouve. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec les différentes architectures qui ont été montrées. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend les exemples, par exemple, en France par rapport à ça, aujourd'hui, je pense que à peu près 80% des clients qui ont la partie ordonnancement travaillent que sur une partie ordonnancement sans forcément avoir le MES Siemens. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus aujourd'hui sur des approches globales, sur des projets de plus en plus aujourd'hui de déploiement massif. Et donc, l'ordonnancement est un des vrais axes de gain aujourd'hui pour les différentes sociétés. et dans la définition, je dirais, théorique du MES, l'ordonnancement est une des fonctions du MES. Donc, il n'est pas rare, effectivement, d'avoir de l'ordonnancement quand il y a des projets MES. Voilà. Bon, ben, je vois plus de questions. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le PowerPoint qui vous avait été présenté, qui vous a été présenté, et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez une présentation plus détaillée de la solution. Donc voilà, je vous remercie et je souhaite bonne journée, bonne fin de journée. À Au revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.